Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de bien choisir sa résidence. Vous savez qu'il y a de très belles grandes résidences au Québec. Il y a aussi les Résidences Soleil, où est-ce que vous pouvez retrouver tous les services. Mais une chose qui est très importante quand même, c'est d'avoir un endroit où est-ce qu'on peut recevoir nos enfants, nos petits-enfants, pour déjeuner, dîner, souper, même visiter avec nos enfants à l'intérieur. On a le droit d'aller à la piscine, on a le droit quand même de jouer au pool avec eux autres. Ça, c'est très important parce que quand on choisit une résidence, c'est pour y demeurer la plupart du temps, le restant de nos jours. Informez-vous auprès de nos conseillers en hébergement et nous allons vous donner les renseignements avec un grand sourire. Bonjour et bienvenue à cette autre édition du magazine Vos Finances, produite à Laval par le poste de télévision TVRL. Alors, si vous nous connaissez depuis un petit bout de temps parce que vous nous faites l'honneur et le plaisir de nous suivre à chaque semaine, vous savez que c'est une émission qui dure 1 heure, qui se divise habituellement en 4 blocs. Et on a à chaque semaine 2 invités qui changent et qui viennent commenter pour nous l'actualité économique et financière et essayer de vous donner à partir de là quelques judicieux conseils pour essayer d'améliorer la gestion de vos finances personnelles et familiales. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir encore, juste à ma droite, ici, M. François Morancy, le président fondateur d'une petite boîte spécialisée qui s'appelle Aviso, les conseillers financiers, qui se spécialise donc dans le marché des PME, si je comprends bien, M. Morancy. Et des professionnels. Et des professionnels aussi, alors qui sont de plus en plus incorporés, donc des PME aussi. Exactement. Alors, je vous remercie encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et à sa droite, à lui, on a M. Jean Soublière, qui est président de la Fédération québécoise des coopératives en animation et formation financière. C'est un organisme qui organise des conférences, des clubs de placement, etc., et qui reçoit très souvent, sinon toujours, l'appui de l'autorité des marchés financiers, donc des gens très sérieux en principe. Et j'imagine que si l'autorité vous donne un coup de main, c'est parce qu'ils ont dû vous regarder à la loupe pour s'assurer qu'il n'y avait pas de parents avec Norbeau dans vos placards, là. Monsieur Soublière, bienvenue également. Merci. Alors, dans un premier temps, on va y aller comme on l'avait dit. Alors, M. Morancy, vous êtes habitué à cette émission. Est-ce qu'au cours des derniers jours ou des dernières semaines, vous avez noté des éléments importants dans l'actualité économique et financière susceptibles d'intéresser les gens qui nous écoutent ou vos clients, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs? Ce qui est important dans les dernières semaines qu'on a regardé beaucoup, c'est toujours cette instabilité des marchés financiers. Mais par contre, on commence à noter que les gens se redirigent tranquillement vers le marché des actions. Donc, je voyais dernièrement, d'ailleurs, un bon article dans le Globe and Mail qui disait justement que les gens avec des grosses fortunes commençaient à augmenter leur position sur le marché boursier. Donc, ça commence à être rassurant, où les gens commencent à s'aventurer à revenir dans notre économie, plutôt que d'être en attente que l'économie reprenne. Mais d'être en attente que les taux d'intérêt remontent, bien, parce qu'à 1 là, ça ne rapporte pas grand-chose à la banque ou à la caisse pour ces affaires-là. Puis par contre, les gens se demandaient est-ce que le marché boursier va pouvoir reprendre? Et là, effectivement, dans les derniers mois, il a repris. Et il reprend tranquillement à son rythme. C'est-à-dire que plus les gens achètent, plus les marchés reprennent, plus les marchés reprennent, plus les gens achètent. C'est le principe de la fameuse saucisse, ça. Exactement. Alors là, donc, on constate que l'économie continue de prendre du mieux aux États-Unis, qui est la locomotive de toutes les autres, et puis au Canada, et puis en Australie, et puis dans d'autres pays aussi à travers le monde. Même la Chine serait en train de se redresser un peu, semble-t-il, parce qu'ils ont une faiblesse aussi l'an dernier. Par contre, cette semaine, les marchés étaient un peu inquiets à cause de ce qui se passe en Europe, parce qu'on n'est pas sûr que le malade est en train de récupérer complètement en Europe. Mais au moins ici, on a les élections américaines aussi qui nous amènent des soubresauts, puis un peu ce qu'on appelle... les gens sont un peu en attente de l'issue. Et ça devrait être de la stabilité aux États-Unis, selon les sondages les plus récents que j'ai regardés. M. Obama, en fait, c'est presque une tradition aux États-Unis. Quand un président n'a pas fait de gaffe majeure dans son premier mandat, il est pratiquement réélu automatiquement pour le deuxième mandat. Alors, semble-t-il que M. Obama serait réélu avec assez de facilité. Donc, ça règle un problème de ce côté-là d'incertitude des marchés. Exactement. Bon. M. Soublière, est-ce qu'il y a des éléments qui ont retenu votre attention au cours des derniers mois, depuis la dernière fois, en fait, que vous êtes venu nous visiter?
Bien, il y a toujours dans le marché des titres qui présentent des situations un peu particulières. Je pense que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on a eu la surprise, entre autres, chez SNC-Lavalin. Oui. Ça a été un événement qui a marqué un peu la communauté financière. Le titre a perdu sur une nouvelle un peu préoccupante, un 20 Assez rapidement. Rapidement, oui. Ce qui a provoqué ce qu'on appelle dans le jargon technique un gap de marché. Tout à fait. Une grosse fenêtre. Alors ça a été, je pense, quelque chose qui a été significatif. Là, Et puis depuis ce temps-là, quand même, le titre se promène un peu de côté sur un peu un support. Mais, un peu de stabilité, oui. Oui, mais est-ce que ça va être suffisant pour qu'ils reprennent? Les derniers petits changements qu'il y a eu, ça, c'est un autre paire de manches. Là. Est-ce que vous enseignez à vos étudiants qu'est-ce que c'est un support? Absolument. Parce que tout le monde sait qu'un support, c'est pour prendre un manteau ou des choses comme ça. Oui. Un support de marché, c'est quoi ça? Oui. Ici, on parle d'une situation où il y a plus d'acheteurs qu'il y a de vendeurs. Donc, normalement, le titre devrait monter un peu? Oui, ou il ne descend pas plus bas. Okay. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Ici, on parle d'un mouvement boursier qui est à la hausse ou à la baisse. C'est certain que le gap de marché, le trou, là, on est parti d'un niveau de prix, puis le prix descend rapidement beaucoup plus bas. Ça se fait sur une mauvaise nouvelle. C'est généralement pas positif et on était à l'amorce d'une tendance qui est baissière. Donc, ce qu'on espère, c'est que le support, la situation où il n'y a plus d'acheteurs présentement qu'il y a de vendeurs, se maintienne pendant un certain temps pour permettre au titre de récupérer. Mais c'est une situation qu'on peut considérer comme étant à risque. Mais là, j'écoute les propos que vous tenez, puis ça ressemble un peu à Michel Carrière. Est-ce que vous êtes un spécialiste de l'analyse technique? Moi, j'ai un billet technique, oui. Oui, j'ai un billet technique mais par rapport à... Mais vous donnez des cours, des séminaires, des conférences sur ce genre de choses-là? Analyse technique, oui, absolument, mais pas seulement en analyse technique. En analyse fondamentale, en gestion de risque, des cours pour les débutants, aussi en initiation au marché financier, en planification financière pour l'ABC, des finances personnelles également. OK. Donc, on couvre des niveaux de débutants, intermédiaires et avancés. OK. Et vous en donnez beaucoup de ça, c'est des séminaires, des conférences ou... Vous avez, je pense, aussi des clubs de placement, m'a-t-on dit. Oui. On donne régulièrement de la formation. Le club de placement, c'est une nouvelle formule qu'on appelle le club école qui permet de faire de l'éducation pratique au placement, okay. Où justement, on va regarder d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce qui change dans un titre en particulier, comme l'exemple de SNC-Lavalin est un cas d'espèce où on peut essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et surtout, qu'est-ce que ça implique pour la gestion de son portefeuille. Est-ce qu'on devrait réduire nos positions, en prendre, parce que c'est une opportunité? Alors, parce qu'un titre qui descend beaucoup comme ça, évidemment, c'est comme le spécial de la semaine, si on peut dire, dans des circulaires. Il offre une occasion d'acheter plus d'actions avec moins d'argent. Oui, mais il y a un danger à ça quand la tendance est baissière, c'est que le titre descende plus bas. Alors là, on se trouve à faire ce qu'on appelle des moyennes à la baisse. Okay. C'est sûr que ça présente un certain intérêt, mais c'est également très, très risqué. Vaut mieux attendre qu'il y ait un retournement de la tendance. Parce que il est descendu très bas comme ça avant d'arrêter de descendre. Puis à un moment donné, quand il a arrêté de descendre, c'est parce qu'il est en faillite littéralement. Exactement. Et... Mais ça ne veut pas dire que SNC-Lavalin se trouve dans la même situation. Absolument pas. Mais, parce que des gens m'ont dit qu'ils avaient vérifié et puis le carnet de commande n'a pas diminué d'1 seul million de dollars. La haute direction demeure là malgré le départ du président. Remplacer un président, c'est relativement facile quand on a des bonnes équipes de direction. Il y a des contrats qui ont été annulés. Il y a des contrats qui ont été annulés. Mais en fait, la grosse inquiétude, c'était qu'il y avait comme une grosse petite caisse, si je peux employer le terme, qui servait à graisser quelques pattes dans des pays où ça fonctionnait malheureusement comme ça. De cette manière-là. Mais semble-t-il que dans tous les pays en voie de développement, à peu près, il y a des petites caisses comme ça pour des hauts dirigeants ou des hauts dirigeants de l'armée. Ou des choses c'est des pratiques qui sont connues, mais qui ne sont jamais reconnues. Chez nous, ici, on parle de quelques scandales d'enveloppe brute dans le domaine de la construction, mais ça, semble-t-il, par rapport aux pays en voie de développement, c'est des pinottes, là. Je pense que ça on a fait des sociétés en commandite pour ça.
Donc, tout le scandale des commandites a été aussi une traînée qu'on a eue dans nos dossiers. Et ça, c'était carrément politique, puis c'était durant une campagne électorale ou après le dernier référendum, celui de M. Parizeau. Là. Mais c'est toujours très politisé. Toute la question de corruption devient assez rapidement, dans les pays en voie de développement, des problèmes de corruption qui sont liés à la politique. En fait, c'est souvent lié à la politique qu'arrive la corruption. Ou des guerres de territoire comme au niveau des syndicats. Mais si vous regardez, par exemple, dans la construction, un des problèmes, c'est les appels d'offres, donc qui est lié en quelque sorte indirectement à la gestion de nos gouvernements. Bien sûr. On parlait d'aspects techniques, mais on peut regarder aussi des aspects au niveau de l'investissement socialement responsable. Il y a les risques financiers, mais il y a aussi les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ce que ça a mis en lumière ici, c'est certains risques qui n'étaient pas nécessairement financiers, parce que, je veux dire, l'entreprise, au niveau fondamental, a toujours de bons ratios présentement. Donc, à ce titre-là, peut-être que ça présente un aubaine. Mais l'incertitude autour... Ça finit toujours par être financier, par se refléter sur les résultats des trimestres suivants. Oui, mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a des facteurs de risque au niveau environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui apparaissent, ça a des conséquences, effectivement, sur le financier, mais ça n'apparaît pas nécessairement dans le financier au départ. Ça peut prendre un certain temps avant de se manifester. Exactement. Et donc, là, on en a vu la conséquence avec le GAP. Il pourrait peut-être y avoir autre chose. Donc, je trouve que c'est le genre d'entreprise qu'il faut surveiller pour attendre qu'il y ait un retournement plus positif. Alors, si je comprends bien, les cours que vous donnez, les séminaires, les séances d'information, etc., c'est basé un peu aussi sur l'actualité économique et financière. Absolument. On ne peut pas en faire abstraction. Bien, c'est ça que les gens lisent, puis c'est ça que les gens écoutent à la radio et à la télévision, puis ils se posent des questions là-dessus, justement. Ouais. Alors là, ils ont l'occasion de le poser à vos moniteurs, à vos professeurs, à vos dirigeants. Et dans le cadre du Club École, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut avoir un point de vue qui est différent. Des gens peuvent amener un point de vue plus fondamental, un point de vue de l'actualité, des nouvelles, et c'est la mise en contribution du point de vue de tout le monde qui fait l'enrichissement des connaissances. Pour se faire une opinion, il faut prendre des opinions de plusieurs autres personnes, et puis on en garde un certain nombre, puis les autres, on les rejette. C'est comme ça que ça marche toujours, l'acquisition de connaissances, M. Morancy. Absolument. Et pas juste ça, je pense, parce qu'avant l'émission, j'ai discuté avec M. Soublière, et ce que je trouvais intéressant, c'est d'amener une rigueur dans le domaine du placement. Parce qu'en fait de compte, on peut avoir plein d'opinions, et le domaine de l'opinion est toujours le marché à court terme. Tout à fait. Tandis qu'à moyen puis long terme, ça devient beaucoup plus... pas juste une question d'opinion, mais une question d'objectif de son portefeuille. De sérieux. De sérieux et d'une stratégie. Comment faire leur devoir avant de faire des placements. Exactement, parce qu'on ne peut pas juste jouer à la bourse. C'est la différence entre jouer à la bourse et investir à la bourse. Et ce que vous apprenez aux gens, c'est la discipline qui est nécessaire pour investir. On joue au casino, mais on ne joue pas à la bourse. Parce que ça, c'est de l'argent réel, c'est pas du Monopoly. Mais il y en a qui jouent à la bourse, malheureusement. Et c'est là qu'ils se font brûler. Il y en a qui peuvent faire des fortunes, ils perdent. Mais les gens n'ont pas les moyens de perdre la contrepartie de l'espérance de gain qu'ils voudraient avoir. On pourrait dire qu'au casino, c'est malheureusement aussi de la vraie argent. Alors, pour certaines personnes, quand c'est du jeu compulsif, c'est pas nécessairement une bonne idée, le casino non plus. Mais effectivement, dans le marché boursier, je pense qu'on peut faire les choses de façon rationnelle quand on introduit un minimum de rigueur, quand on fait ses analyses, quand on consulte des gens de son entourage, quand on partage l'information. Quand on s'informe aux bonnes sources. Absolument, oui. Alors, vous leur expliquez comment déterminer les bonnes sources. Ça, c'est des choses qui sont crédibles, ça, c'est des choses qui le sont moins. Et faire attention, par exemple, à ce qu'on voit dans les médias. Parce que dans les médias, c'est de l'instantané très souvent. Et puis, il y a des heures de tomber, puis on est pressé toujours. Ça fait 40 ans que je me promène dans ce milieu-là. Alors, j'en sais quelque chose. On ne donne pas toujours le temps de faire des analyses fouillées et approfondies, puis confronter différentes opinions. Alors, à un moment donné, je m'étais amusé, quand j'étais au Journal des Affaires, à prendre une dizaine d'analyses financières et à trouver des contreparties. Pour chaque analyste qui me disait « telle entreprise est bonne et son titre est bon à ce prix-là, c'est temps de l'acheter », j'en trouvais autant qui disaient « non, c'est pas bon, puis c'est temps de vendre plutôt ». D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une opération à la bourse, il y a un vendeur et un acheteur, sinon il n'y aurait pas d'opération. Il n'y aurait pas de marché sans opinion différente. Il y en a un des deux qui se trompe à quelque part, là. Je pense qu'il est important, c'est d'aller chercher des informations qui sont complémentaires puis qui viennent nous
nous rassurer dans notre opinion, puis nous convaincre du bien fondé de cette opinion-là aussi. Ou la remettre en cause, peut-être. Effectivement. Mais aussi, on doit s'appuyer sur des principes comme des principes de diversification, des principes, en fin de compte, d'allocation de son actif qui nous permettent justement d'avoir une structure puis une rigueur dans ses investissements et pas juste se fier à une seule opinion. Absolument. Comme être investi dans un seul titre, c'est pas une bonne chose non plus, à moins que ce soit un fonds négocié en bourse, là, qui est un peu comme les fonds communs, mais qui se transige à la bourse et qui permet à ce moment-là d'avoir une exposition à plusieurs titres à la fois. Donc là, on a une diversification sectorielle de marché. Et toute cette information que vous donnez aux gens, c'est pas gratuit. J'imagine, M. Soublier, il doit avoir des coûts de rattachage à ça à quelque part à un moment donné. Ça arrive qu'on donne des activités qui sont gratuites, mais le membership à l'actif est de 20 avec une part sociale de 10 Donc, minimalement, pour les activités gratuites, c'est pas très cher. Par ailleurs, les formations, il y a des coûts. Et là, ça varie en fonction des différents programmes. Ça commence à partir de combien? Et des durées de formation? Durée de formation, un atelier, c'est 3 heures. Okay. Et les gens progressent dans leur profil d'intérêt à leur rythme. On a jusqu'à 150 ateliers qui sont disponibles dans les différentes matières, de niveau débutant avancé. C'est disponible un peu partout sur le territoire québécois, j'imagine? Oui, surtout dans la région métropolitaine, par contre. Occasionnellement, on est en région. Quelques-uns de ces événements qui s'en viennent dans un avenir prévisible. Absolument. Et c'est gratuit, donc il faut en profiter pour les membres. Comme je vous disais, l'adhésion n'est pas très chère. On a 6 ateliers de planification financière qui sont offerts à Montréal et à Longueuil. Et on a... Et Laval, vous oubliez pas la Rive-Nord, j'imagine, j'espère? Non, mais pour la classe de planification, malheureusement, c'est offert juste à Montréal et à Longueuil actuellement. Parce que ça vous prend un minimum de personnes pour rentabiliser l'activité, bien sûr. Oui, dans ce cas-ci, c'est une activité qui est commanditée justement par l'Autorité des marchés financiers, mais le budget nous permettait de l'offrir à 2 endroits et ça a tombé à Montréal et Longueuil. Parce que c'est des endroits que vous n'aviez pas visités l'année passée, par exemple? On essaie effectivement de varier au niveau des différentes localités où on peut offrir les formations. On avait des ateliers sur l'analyse fondamentale qui ont été donnés au mois de mars et puis on va revenir très certainement aussi au mois de mai-juin avec des activités à Laval. Et vous avez bien sûr un site Internet où on peut aller chercher toutes ces informations en plus de les écouter ici? Oui. Bien sûr, le www.actif.net. www.actif.net. Oui. Actif avec un S ou pas de S à la fin? Pas de S. OK. Comme un actif net est toujours préférable à un passif. OK. Alors voilà, actif, www.actif.net. Oui. Tout simplement. Alors voilà, on me demande de faire une première pause et on va revenir donc dans 1 ou 2 minutes pour suivre cette discussion en compagnie de nos 2 invités de cette semaine sur l'actualité économique et financière et d'autres sujets aussi, sur certaines compagnies, par exemple, parce qu'il y a des gens qui commencent à me poser des questions sur certaines compagnies en particulier. Je ne suis pas un analyste financier, je n'ai pas le droit de vous donner une opinion sur un titre ou sur l'autre. Alors donc, je me cache prudemment derrière cette interdiction, mais ça ne m'empêche pas, comme journaliste, d'attirer votre attention sur un certain nombre de points. Alors, et puis nos 2 collègues aussi peuvent faire la même chose. Donc, on va revenir dans quelques instants. Alors voilà le 2e bloc de cette émission qui en compte 4 de 12, 13, 14 minutes ou à peu près chacun. Et cette semaine, nous sommes toujours en compagnie de M. François Morancy, le président fondateur de Aviso des conseillers financiers, qui se spécialise dans le marché des PME et des professionnels, des médecins, des comptables, des avocats, etc. Exactement. Qui ont le droit maintenant de s'incorporer très souvent. Oui, maintenant, les professionnels ont le droit de s'incorporer et de profiter des petits taux d'impôt. Qu'on me pose souvent là-dessus, c'est de savoir est-ce que c'est intéressant pour des professionnels de s'incorporer ou non. Alors moi, j'ai l'habitude de répondre prudemment. Ça dépend desquels, puis ça dépend dans quelles circonstances. Oui, puis le critère fondamental pour l'incorporation, c'est de voir, parce que l'avantage d'une incorporation, c'est d'être taxé à un petit taux. Donc, au lieu d'aller jusqu'à des 48 au niveau individuel, on peut être limité à 18 de taux d'impôt. Ça fait une très grosse différence. Mais ça fait une différence uniquement pour l'argent qu'on laisse dans la compagnie. Okay. Donc, si la personne s'incorpore et tout l'argent qu'elle gagne, elle sort de la compagnie... Elle a besoin pour lui, ça vaut peut-être pas la peine. Ça vaut absolument pas la peine. Parce qu'il y a des inconvénients à être incorporé aussi.
faut avoir la plupart du temps des états financiers vérifiés, si je me rappelle bien. Non, pas vérifiés. Donc, c'est des états financiers comme tels. Donc, ça peut coûter peut-être un petit peu plus cher. Il y a peut-être des frais comme les rapports annuels. Oui. Bien, il y a le coût de l'incorporation, donc pour 1500 à 2000 $. Après ça, il y a les frais annuels qui est peut-être de 20 $ au fédéral. Donc, avant de prendre la décision de s'incorporer ou non, c'est mieux de vérifier parce qu'il peut y avoir des avantages de limiter sa responsabilité, mais pas pour les professionnels. Les professionnels ne font pas limiter leur responsabilité professionnelle avec une incorporation. Donc, ils demeurent responsables de leurs actes, nonobstant. Tandis que le boucher qui s'incorpore va limiter sa responsabilité. Ça, c'est ceux qui n'ont pas INC après leur nom de la compagnie, mais LTEE. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est son activité. Comme boucher, un professionnel demeure toujours responsable. Le médecin, l'ingénieur demeure responsable de ses actes. Tandis que un boucher ou n'importe quelle autre corporation que des corporations de professionnels ont une limitation de leur responsabilité aux activités de la compagnie. Bien, merci beaucoup. De rien. Depuis quelques semaines, on a discuté ici d'un autre sujet extrêmement important, c'est le report de l'âge de la retraite qui va passer de 65 ans au Canada, où il est depuis, à ma connaissance, 50 ans minimum. Et on va repousser ça à 67 ans au lieu de 65. Et puis, on me dit qu'éventuellement, ça va aller à 69, puis peut-être même à 71. 71, je rappelle que c'est l'âge où vous devez ouvrir vos REER ou d'autres comptes comme ça. Qui doivent se convertir en revenus. Qui doivent se convertir en des régimes qui vont vous permettre d'avoir des revenus. Parce que le gouvernement vous a donné un avantage fiscal quand vous avez mis des sous là-dedans. Mais ce n'est pas un avantage fiscal à perpétuité. Le gouvernement, il veut avoir ses sous, lui aussi, à un moment donné. Donc, durant l'année où vous allez avoir votre 71e anniversaire, avant le 31 décembre, normalement, l'institution financière où vous avez vos dépôts va vous prévenir que vous devez ouvrir votre régime REER, par exemple, et décider qu'est-ce que vous faites avec. Il y a 3 possibilités, sauf erreur, M. Morancy. Oui. Donc, on peut aller avec un fer pour le convertir en revenu. On peut aller avec des rentes. Et on peut retirer son argent complet. Et là, le gouvernement va se faire un plaisir d'en garder la moitié ou presque à la sortie. Toujours. Donc, ce qui arrive, c'est que de toute façon, le RIR est un véhicule d'accumulation et dont l'échéance est 71 ans. Et à partir de 71 ans, on doit transférer l'argent qui est dans le véhicule d'accumulation pour aller dans un véhicule de distribution où, systématiquement, on va retirer de l'argent jusqu'à 90 ou 100 ans, tout dépendamment des produits et des véhicules. Est-ce que vous avez une préférence pour une ou l'autre des formules dont vient de parler M. Morancy? Vous retirez l'argent d'un seul coup ou vous prenez une rente ou alors vous prenez un fer ou un CRI dans le cas d'un régime que vous avez sorti d'une compagnie, un fonds de retraite de compagnie, par exemple? Je pense que c'est difficile d'avoir une préférence. Heureusement, il me reste encore quelques années avant que j'aille à me poser cette question-là, personnellement. Je dirais que ça dépend de la situation de tout le monde. Le problème clé, dans le fond, là-dedans, c'est de réduire l'impact fiscal de la décision. Tout à fait. De le reporter quand on ne peut pas le réduire. Oui. Ou peut-être qu'aujourd'hui, par contre, avec le CELI, on a peut-être une nouvelle avenue qui peut être intéressante, dans le sens qu'on peut commencer peut-être à décaisser ces REER ou ces autres véhicules d'impôts reportés pour réinvestir ça à l'intérieur de notre CELI. Et là, à ce moment-là, bien, ça devient plus intéressant parce que les rendements ne sont pas imposables. Et il n'y a pas de limite d'accumulation dans le CELI. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez avoir 102 ans puis continuer à contribuer à votre CELI à raison de 5 000 par année, plus l'indexation qui devrait survenir éventuellement. Voilà. Alors, ce monsieur que vous avez entendu avant M. Morancy s'appelle Jean Soublière. Il est président de la Fédération québécoise des coopératives en animation et formation financière. C'est un organisme très sérieux, en tout cas, je suppose, parce qu'il est supporté dans certaines activités par l'Autorité des marchés financiers, qui a un rôle de formation aussi et qui subventionne ou aide, supporte financièrement un certain nombre d'organismes comme cette coopérative québécoise. Cette Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière. Alors donc, vous avez un certain nombre d'activités qu'on peut trouver sur votre site Internet à www.actifspas.net. Et là, bien, on va voir le calendrier de vos activités et les endroits où vous tenez différentes activités et plein d'informations sur votre organisme. Alors donc, M. Morancy et M. Soublière, cette histoire de reporter l'âge de la retraite de 61 à 65, de 65 à 67 ans dans un premier temps. M. Morancy, il ne doit pas avoir juste des inconvénients, parce qu'il y a des gens qui ont crié au maître en entendant ça, là.
Oui, alors que ce sont des mesures qui s'avancent tranquillement vers nous depuis déjà plusieurs années. Il faut comprendre qu'en premier, le principe de la retraite avait été créé il y a très longtemps, à 65 ans. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Autour de ça, j'étais très jeune à cette époque-là. Sauf erreur, moi, je n'étais même pas là, mais j'avais vérifié ça dans des bouquins d'histoire à un moment donné. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens décédaient entre 3 et 5 ans après 65 ans. Alors qu'aujourd'hui, la longévité est autour de 80-82 ans et on sait qu'une personne sur deux âgée aujourd'hui de 65 ans va dépasser 90 ans. Donc, toute cette conjoncture-là, nos gouvernements sont très au fait de ça. En plus de ça, le vieillissement de la population font qu'on a une réduction de la capacité de payer des Canadiens et on augmente la charge financière avec une retraite. Il y a moins de cotisants et moins de personnes qui paient des taxes et des impôts, puis il y a plus de personnes qui réclament des services des gouvernements. Et des montants d'argent. Et des montants d'argent par conséquent. Donc, tout ça, nos gouvernements sont pleins au courant et c'est juste un peu le problème de leur courage politique de proposer ces mesures-là. Donc, ça a déjà commencé en restreignant, je crois que c'est autour de 56 ou 57 000 $ de revenus personnels, au-delà duquel on commence à rembourser la pension de vieillesse, la pension de sécurité de la vieillesse. C'est-à-dire qu'on la touche, mais il faut la rembourser sur le rapport d'impôt suivant. Donc, déjà, à partir de 56-57 000 de revenus personnels, on doit commencer à le rembourser. Donc, c'était déjà une première mesure pour permettre au gouvernement de réduire ses dépenses. Une deuxième mesure qui a été mise en place par le gouvernement provincial, c'est d'augmenter les pénalités pour ceux qui prenaient la régie des rentes avant 65 ans. Donc, déjà, il y a 2 ou 3 ans, ces mesures-là ont été mises en place, de concert aussi avec le gouvernement du Canada. Ça, c'est 1% par année et jusqu'à 30% si vous prenez votre rente du Québec. Et maintenant, on commence à bonifier la rente du Québec si on la prend plus tard que 65 ans. C'est ça. Donc ça, ce sont des mesures qui visent constamment à amener les gens à retarder leur âge de retraite. À travailler plus longtemps pour accumuler plus d'argent dans leurs différents régimes de retraite et ne pas tomber à la charge systématiquement des gouvernements quand ils arrivent à 65 ans. Et la dernière chose qui vient de nous arriver, c'est de retarder à 67 ans l'âge à lequel on peut réclamer la pension de sécurité de la vieillesse. Et cet âge-là va rentrer en vigueur pour ceux qui sont nés après le mois de mars 1958. Donc ça veut dire qu'une bonne partie des baby boomers vont continuer à collecter. Donc, alors, si vous avez moins de 64 ans actuellement, vous êtes concerné, mais si vous avez plus de 64 ans, vous n'êtes pas concerné par cette mesure. Parce que ça prend un certain temps pour mettre ces mesures en place, donc il faut calculer de la part des gouvernements un certain nombre d'années. Non, ça ne sera pas avant probablement les années 1924-1925 que ça va commencer à rentrer en vigueur pour ces gens-là. OK. Donc, ça vient de retarder quand même, mais c'est une mesure un peu comme si on regarde dans les stratégies gouvernementales, des mesures impopulaires, ils annoncent très longtemps d'avance, ce qui fait qu'après ça, ils n'ont pas obligé de les remettre en vigueur, ils sont déjà décidés. C'est ça. Donc, c'est comme l'augmentation de la TVQ qui a augmenté de 1 l'an dernier, 1 cette année. Ça avait été annoncé dans des budgets précédents. Et les gens avaient oublié. On l'oublie, puis on fait juste avoir la surprise, puis on réagit beaucoup moins fort à ces augmentations-là. S'il y a des petits comiques qui nous écoutent et qui disent « Moi, je vais aller rester aux États-Unis au moment de ma retraite », c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'aux États-Unis, ils vont adopter des mesures semblables, évidemment, pour ne pas se ramasser avec un paquet de gens qui arrivent chez eux à la retraite. Et sinon, on devra aller dans des pays du tiers-monde pour pouvoir profiter d'un train de vie plus intéressant. Mais ça, c'est d'autres stratégies. Mais l'autre élément aussi qui fait partie de cette équation-là et qu'on ne parle pas souvent, c'est qu'il n'y a à peu près qu'une personne sur 3 qui contribue à un fonds de pension ou à un RIER. Donc, ça veut dire qu'en contrepartie, 2 personnes sur 3 ne contribuent pas, n'accumulent pas pour la retraite. Alors, on veut les inciter, sinon les forcer. D'où le régime obligatoire qui a commencé à être parlé pour être mis en place. Bien, c'est pas un régime obligatoire, ça va être un régime... Les entreprises de 5 employés et moins. Ça, c'est 5 employés et plus, ça va devenir... C'est volontaire, mais obligatoire en termes d'implantation. C'est-à-dire que l'employeur va être obligé de le mettre en place. De le mettre dans son entreprise, ce genre de régime. Mais les employés vont pouvoir contribuer ou pas s'ils veulent. Ce qui arrive, c'est que dans un premier temps, tout le monde va être enregistré et l'employé va devoir dire « Non, moi, je ne veux pas contribuer », se désenregistrer. Mais il va y avoir un enregistrement automatique obligatoire. Et peut-être faire la preuve pour l'employé qui veut se désenregistrer qu'il y a d'autres fonds ailleurs, comme dans des REER, par exemple. Et c'est ce qu'on voit aussi, toute la préoccupation de la FTQ. On voyait un article cette semaine dans Le Devoir, justement. Je pense que c'était mercredi de cette semaine que Le Devoir parlait
où la FTQ prenait position pour essayer de bonifier, parce qu'il avait essayé de mettre en place un régime obligatoire de retraite pour toutes les entreprises qui n'ont pas de syndicat, qui n'ont pas de fonds de pension, ce qui est la majorité des entreprises du Québec. Parce que si on regarde, au Québec, on a à peu près juste 5000 grandes entreprises, puis même à l'intérieur des grandes entreprises-là, ce ne sont pas toutes ces grandes entreprises qui offrent des fonds de pension, et on a peut-être 150 000 petites entreprises qui n'ont aucun régime collectif de fonds de pension ou de régime. Et dont les employés à la retraite risquent de tomber à la charge du gouvernement, seulement le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Même le gouvernement fédéral est tellement conscient de ça qu'il dit qu'en retardant à 67 ans, ça risque d'occasionner beaucoup plus de bien-être social pour l'intérim et qu'ils vont probablement... Ils ont annoncé qu'ils allaient compenser les provinces pour le surplus qu'ils vont avoir à supporter. Bien, Monsieur Soublier, chez Actif, j'imagine que vous avez regardé ce problème-là aussi et que vous avez commencé à trouver des solutions ou des formules, des cours, des séminaires pour renseigner des gens là-dessus et leur expliquer qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années. Là. En fait, ça fait partie du bagage de connaissances un peu qu'on a actualisé dans nos ateliers de planification financière où on regarde les sources de revenus à la retraite, les stratégies de retraite et tout. C'est sûr que c'est un sujet qui nous préoccupe, mais qui est majeur. Comme formateur, comme entreprise de formation, c'est sûr qu'en quelque part dans le cursus de formation qu'on donne, c'est quelque chose que nos professionnels qui donnent les formations vont adresser avec les participants. Mais ça pose peut-être une question un peu plus, si vous me permettez, d'ordre général. Quand on regarde cette problématique-là, il y a tout le problème aussi de la main-d'œuvre et de la disponibilité et aussi de l'utilité sociale des personnes qui sont arrivées à l'âge de la retraite. Ça fait un choix de vouloir arrêter de travailler. Dépendamment de l'emploi que vous avez, si c'est un emploi pénible, difficile ou si vous avez un état de santé précaire. Oui. Et il y a des gens pour qui c'est intéressant de pouvoir continuer. Peut-être qu'il va falloir qu'on imagine des formules de travail à temps partiel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être remodulées, arriver à là. De retraite progressive, des gens qui travailleraient, par exemple, pendant 3 ans ou 5 ans, 4 jours par semaine au lieu de 5, après ça 3 jours, après ça 2 jours, après ça 1 jour. Selon l'accord qu'ils pourraient obtenir avec leur entreprise. On le voit beaucoup aussi dans plusieurs grandes entreprises qui vont donner à des employés qui ont pris leur retraite, mais qui sont stratégiques pour leurs activités, ils vont leur donner des contrats de consultants. J'ai vu Bell Canada faire ça. Plusieurs autres grandes entreprises vont donner des contrats à des employés qui, pour eux autres, ça devient une perte importante de savoir, puis de connaissances, puis d'expérience qu'ils veulent pouvoir préserver. Alors donc, je pense que ces mesures-là sont appelées à se développer davantage. Le travail à temps partiel augmente de plus en plus. Et en plus de ça, c'est que la rareté d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée se fait de plus en plus sentir sur nos marchés. Et pour ceux qui ont entre 65 je vous remercie beaucoup. On me réclame encore une autre pause, comme si on était fatigué. Donc, on va aller faire une autre pause d'1 minute ou 2, puis on va revenir tout de suite après pour suivre cette discussion sur un certain nombre d'entreprises, parce que je commence à avoir beaucoup de questions. Donc, je vous remercie, puis vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que ça donne comme question qu'on me pose dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission en compagnie de nos 2 invités de cette semaine. Juste à ma droite, ici, M. François Morancy, président fondateur de Aviso, les conseillers financiers. C'est une petite boîte de Montréal, mais vous promenez un peu partout au Québec, si j'ai bien compris. Absolument. Là. Vous êtes disponible. Donc, j'ai beaucoup de clients à Laval. J'en ai aussi dans l'Estrie. Et à sa droite, à lui, M. Jean Soublier, qui est président de la Fédération québécoise des coopératives en animation et en formation financière. Un organisme, on le souligne ici parce que ça doit être assez rare, un organisme qui organise différentes activités, supporté très souvent financièrement par l'Autorité des marchés financiers. Donc, je présume que ça doit être des gens très sérieux. Il n'y a pas d'anciens employés de Norbeau chez vous, je présume. Et vous n'êtes pas financé par des institutions financières, vous êtes complètement indépendant, je crois. Oui. Donc, c'est pas une fédération qui dépend d'une série d'institutions financières. Une banque, par exemple, ou un organisme semblable à ça? Bien, occasionnellement, on travaille avec l'industrie, puis on collabore avec. Vous ne voudrez pas dire que vous n'acceptez pas de somme d'argent des autres que l'Autorité des marchés financiers? Non, on peut avoir, effectivement... que vous en avez aussi de l'Autorité des marchés financiers. Oui. Donc, c'est un des mandats importants de travailler
à la formation des nouveaux investisseurs, des épargnants investisseurs. Puis on essaie de le faire de façon neutre et objective autant que faire se peut, mais on travaille quand même en collaboration avec l'industrie parce que on considère que les gens dans l'industrie ont la connaissance du produit puis l'information, puis on veut que l'information soit, bon matériel, soit juste. Une bonne documentation éducative que vous pouvez utiliser en abondance, simplement sur demande. Alors voilà donc pour nos deux invités de cette semaine. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, que vous pouvez voir cette émission en première diffusion au Canal 9 TVRL, c'est Télévision régionale de Laval. En plus des grands réseaux nationaux comme TVA et Radio-Canada, par exemple, il y a 22 ou 24 petites entreprises de télédiffusion locale. Ici, celle où on produit, nous, c'est TVRL, c'est Télévision régionale de Laval. C'est la plus grosse, si je ne m'abuse, ou une des plus grosses, certainement. Et vous pouvez donc regarder cette émission en première diffusion le samedi à 21h, le lundi à 10h, donc en fin de matinée, et le mercredi à 21h30. Et puis, il y a aussi un site Internet où vous pouvez rattraper des émissions si vous en avez raté. Vous allez simplement sur notre site Internet tvrl.ca. Et là, bien, vous allez voir programmation. Puis dans la programmation, vous prenez vos finances et l'émission que vous regardez présentement. Et puis, on va vous donner les séries d'émissions avec les dates. Et puis, vous regardez donc celles qui vous intéressent et que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Et puis, on m'a dit juste avant le début de cette émission que à partir de la semaine prochaine, je pense, ou dès cette semaine. Dès cette semaine, déjà, les premières émissions sont sur YouTube. Vous pourrez voir des émissions sur YouTube si vous préférez ça. Parce que là, c'est beaucoup plus rapide. Il ne faut pas attendre 3, 4, 5, 6 minutes ou 10 minutes que l'émission se charge sur votre ordinateur. Ça vient presque instantanément. Alors donc, vous faites à ce moment-là youtube.com, vos finances, TVRL, et vous allez trouver ça là également. Donc, on commence à s'internationaliser un peu. Et là, c'est pas de YouTube ou de sa prochaine émission que je veux vous parler, parce que YouTube, semble-t-il, a regardé ce qui s'est passé avec Google quand Google a fait appel à l'épargne publique. Ils ont dit, je ne sais pas combien de milliards, en quelques jours seulement. Alors donc, YouTube, semble-t-il, prépare une émission, et il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions là-dessus, comme si j'avais le privilège d'en avoir un certain nombre que je pourrais revendre éventuellement, ce qui n'est pas mon cas. C'est pas votre cas non plus, je présume, mais c'est pas votre cas non plus. Alors donc, vous aurez des informations au sujet de cette émission en allant sur YouTube, ça va de soi, bien entendu, et peut-être chez nous, et peut-être aussi sur le réseau de M. Soublière, qui s'appelle, encore une fois, www.actif.net. Actif.net, c'est, veut dire, votre actif moins vos dettes, c'est l'actif.net. C'est un peu comme ça que vous avez choisi votre nom, je présume. En fait, c'était un concours de hasard. On cherchait des .com à l'époque, et puis tout ce qui était disponible, c'était un .net. Et quand on a mis les deux ensemble, on s'est dit pourquoi qu'on n'y avait pas pensé avant. C'est toujours la même chose, c'est le principe de l'œuvre de Christophe Colomb. C'est pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Ouais. Que si la Terre est ronde, puis qu'on ne peut pas aller de l'autre bord en passant par la droite, on pourrait peut-être y aller en passant par la gauche. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de géographie ou d'histoire, mais pour vous parler de l'actualité économique et financière. Et à ce sujet, vous pouvez également nous faire parvenir aux adresses que je vous ai données tout à l'heure. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 450-973-8005, 8005. Ça, c'est le numéro de téléphone général de TVRL. Et vous pouvez demander pour moi aussi, si vous voulez, ou alors dans cette émission, vous allez voir passer à plusieurs occasions mon numéro de téléphone, qui est le 514-931-0746, et nous faire parvenir, bien entendu, vos questions, ou par courriel, ou par téléphone. Et ça nous fait toujours plaisir d'en traiter les semaines suivantes avec nos invités de la semaine. Et donc, ici, vous avez, par exemple, info@tvrl.ca pour me faire parvenir des questions. Et parmi les questions que je recueille, on me dit que ça fait 2-3 semaines que j'ai parlé des questions que je recueillais et qu'on ne parlait pas souvent des réponses. Eh bien là, on va vous parler des réponses parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont agglomérées à un moment donné autour de 2 titres qui s'appellent Power Corporation et la financière Power. Ça part des questions très simples. Pourquoi il y a 2 Power? Est-ce que c'est 2 compagnies différentes? Est-ce que c'est 2 compagnies agglomérées? Et là, on me fournit toutes sortes de raisons. On dit Paul Desmarais, il a séparé son empire en 2 parce qu'il y a 2 fils. Voyons donc, ça n'a strictement rien à voir. Paul Desmarais, c'est un financier. Et là, si vous cherchez des réponses, regardez du côté des questions financières, c'est là que vous allez trouver des réponses, et non pas seulement le nombre d'enfants qu'il peut avoir. Alors donc,
on va parler de Power Corporation, de la financière Power tout à l'heure. Parmi les questions qu'on me pose, donc, il y a celle-ci. Pourquoi il y a 2 compagnies? C'est parce que si vous regardez sur l'organigramme de Power Corporation, vous allez voir Power Corporation of Canada et en bas, vous allez voir un autre grand graphique qui indique la financière Power Corporation. Et là, la financière Power Corporation, ça comprend 2 grands groupes. Vous avez un grand groupe d'assurance qui s'appelle la Great West et un grand groupe de fonds mutuels qui s'appelle Investors et leurs filiales, évidemment. Et vous avez, ensuite de ça, à côté, un autre petit carreau qui s'appelle Pargesa. Pargesa, c'est un holding industriel et c'est 50 Power Corporation et 50 à leur partenaire européen qui s'appelle Albert Frère. Alors, vous allez trouver toutes ces informations-là dans le rapport annuel de Power Corporation, de la financière Power. Et ces rapports-là, vous pouvez les trouver dans votre Internet au site CEDAR. CEDAR, c'est l'endroit où toutes les compagnies publiques inscrites en bourse au Canada doivent déposer leurs états financiers trimestriels et annuels. Donc, l'information est accessible et sur des bonnes sources. Et dans le cas de Power Corporation, encore une fois, donc Power Corporation, la financière Power, et là, vous avez à côté de Pargesa 2 autres petits carreaux. Donc, il y en a un, c'est les journaux de Power Corporation. Et on en a parlé cette semaine dans les journaux parce que Yves Michaud a décidé d'abandonner finalement sa bataille juridique contre les Desmarais pour avoir les états financiers de chacun des journaux de Power Corporation. Ça durait depuis quelques années, mais à un moment donné, les batailles juridiques, ça coûte des sous, cette affaire-là. Et M. Michaud a décidé de se retirer parce que lui, d'abord, ne s'occupe plus de son organisme qui s'appelait comment? C'est un organisme que vous connaissiez très bien, j'imagine, parce que... Le MEDAC. Le MEDAC. C'était le mouvement d'éducation et de Défense des actionnaires. de défense des actionnaires des compagnies. Il a été remplacé pendant un certain temps par l'ancien président du mouvement Desjardins, M. Claude Bélan. M. Claude Bélan. Et après quelques années, M. Bélan a décidé de passer la main à son tour, lui aussi. Donc, voilà de l'information que vous pouvez trouver assez facilement. Et pas, évidemment, les états financiers de chacun des journaux de Power Corporation. Sinon, il n'y aurait pas eu cette bataille entre le MEDAC et Power Corporation. Mais c'est pas à cause de ça encore que plusieurs personnes m'ont appelé sur ces 2 entreprises-là depuis quelque temps. Et il y en a quelques-uns, ou par courriel, ou par téléphone, qui m'ont dit « Est-ce que ça se pourrait que Power Corporation achète Research in Motion, RIM pour les intimes? » C'est une entreprise canadienne de haute technologie qui va très mal en bourse actuellement, dont le président a démissionné la semaine passée. Un des présidents fondateurs a démissionné la semaine passée. Et RIM, donc, c'est une entreprise qui avait fabriqué et commercialisé un bidule à succès dans les années 80-90 qui s'appelait... Ça s'appelait comment? Le BlackBerry. Le BlackBerry, si je me souviens, parce que je vous avais vu avec un bidule comme ça dans les mains à un moment donné. Sauf que le BlackBerry, il a été dépassé depuis quelques années par beaucoup d'autres. Notamment avec le iPhone qui l'a dépassé. Et maintenant, le BlackBerry, ça va pas très bien. Et c'est pour ça qu'un des présidents a démissionné sous les pressions des gros gestionnaires de portefeuille qui trouvaient que ça allait nulle part son affaire. Ils vont en sortir un prochain là, à la fin du mois, mais dit-on, le numéro 10, le BlackBerry 10. Et si le succès n'est pas bon, peut-être que l'autre président va démissionner aussi. Et il y a peut-être, évidemment, l'action qui va plonger aussi, bien entendu. Alors donc, BlackBerry, ça a été bon dans les années 80-90, mais ça a été dépassé depuis un bout de temps. Dans la haute technologie, il y a un risque. Ça coûte très cher d'investir et d'innover constamment. On sait que Apple a réussi à le faire, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Et la question qui se posait, c'est pas de savoir est-ce que Power Corporation pourrait acheter RIM, c'est est-ce que Power Corporation a l'intention ou aurait l'intention éventuellement d'acheter Research in Motion? Est-ce que c'est dans leur carte? Je n'ai pas réussi à avoir de questions à cette réponse, bien entendu. Par contre, ça fait au moins une dizaine de fois que j'entends une rumeur à l'effet que Power Corporation pourrait facilement acheter la Banque nationale, qui est la plus grosse des 6 petites banques canadiennes, si vous voulez, et qui n'a pas d'actionnaire de contrôle. Alors, effectivement, celle-là, je l'ai déjà posée à André Desmarais lui-même. Si vous connaissez les frères Desmarais, André, c'est le plus grand des 2, là, celui qui ressemble à son père, qui a les cheveux tout gris et même blancs en bonne partie. Alors, j'avais demandé à André Desmarais, une fois justement à une assemblée annuelle de la financière Power, où cette rumeur circulait encore une fois dans les médias. Je lui ai dit, pourquoi vous ne l'achetez pas? Ça va régler le problème une fois pour toutes. Il a dit, M. Heinz, on l'a regardé évidemment, puis ce qu'on a conclu, c'est que dans une banque, il y a beaucoup d'argent qui circule. À la fin du mois, il en reste combien pour les actionnaires? Et nous autres, s'il en reste pas assez pour les actionnaires, on préfère avoir d'autres choses. Alors donc, c'était une bonne leçon d'investissement.
des financiers comme les Desmarais, c'est la ligne du bas qui les intéresse, pas la ligne du haut, ou le prestige de dire on contrôle une banque. Ils s'en foutent de ça complètement. Ils ont accès à toutes les banques et tous les banquiers viennent répondre au téléphone quand on les appelle chez Power Corporation, bien entendu. Alors donc, c'est la même chose pour vous aussi. Ne vous fiez pas toujours aux entreprises qu'on vous propose en vous disant celle-là, dans son domaine, c'est la plus grosse. Steinberg a déjà été la plus grosse dans son domaine, ça a fait faillite. Eaton a déjà été la plus grosse dans son domaine, ça a fait faillite également. Alors, ce n'est pas la grosseur de l'entreprise, les ventes de la ligne du haut qui devraient vous intéresser, c'est des bénéfices en bas de la ligne du bas. Alors donc, c'est ça qu'il faut regarder d'abord. Et les Desmarais, moi, j'en ai conclu à ce moment-là qu'ils achèteraient jamais la Banque nationale parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas une entreprise où il circule beaucoup d'argent, ils veulent des entreprises où il reste dans l'entreprise beaucoup de bénéfices à la fin de la journée ou à la fin du mois. Et vous m'avez dit qu'il y avait une autre raison au Canada. Une autre raison, c'est qu'au niveau des banques, la loi des banques au Canada, personne ne peut être actionnaire à plus que 10 du capital d'action. Ni personne, ni une autre entreprise. Exactement. L'actionnariat est limité pour tout actionnaire individuel à 10 Personne ne peut seulement. dépasser 10 comme règle pour éviter une prise de contrôle sur une de nos banques au Canada. Donc, il faudrait changer une loi canadienne pour permettre à Power Corporation éventuellement d'acheter la Banque nationale et ils n'ont pas l'air intéressés du tout pour l'instant. Absolument pas. Puis c'est une loi qui a été, justement, c'était une modification pour éviter de mettre en danger les banques, pour assurer la permanence des banques. Parce que nos banques qui paraissent grosses chez nous par rapport, par exemple, aux Américaines voisines ou aux Européennes ou aux Asiatiques, ce sont des petites banquettes dans le fond. Oui, mais ils sont... Parce que, par contre, ici au Canada, nos banques sont très concentrées. On a juste 8 banques comme telles. Si ma mémoire est bonne, c'est 8. 6. 6. On peut éventuellement en ajouter 2 autres, mais ça sera des petites banquettes de loi, ça aussi, peut-être. C'est ça. Mais en tout cas, autour de ce montant-là, tandis qu'aux États-Unis, c'est des milliers de banques. Donc, les plus petites sont beaucoup plus petites que nos banques canadiennes. Et les plus grosses sont beaucoup plus grosses. Exactement. Mais aux États-Unis, une personne peut être propriétaire d'une banque, contrairement ici au Canada. Et ce qu'on appelle une banque là-bas, des fois, c'est comme nous ici, une caisse pop, avec une demi-douzaine de succursales, simplement. Exactement. Ça s'appelle une banque aux États. Chez nous, on appelle ça des caisses populaires régionales. C'est pas mauvais non plus, mais ça n'a pas du tout la même tâche, ça n'a pas du tout le même mandat. Tandis que le mouvement Desjardins est tout regroupé dans un même réseau, en fait, finalement. En fait, le mouvement Desjardins, c'est un peu comme l'organisme de M. Soublière. C'est une fédération de petites coopératives locales. Encore une pause? Bon, j'espère que c'est la dernière cette fois-là. Donc, on va faire une autre pause et on va revenir tout de suite après pour terminer cette émission avec donc quelques entreprises et quelques questions que vous avez posées sur cette entreprise dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le dernier bloc de cette émission en compagnie de nos 2 invités d'aujourd'hui. M. François Morancy, le président fondateur de Aviso. Les conseillers financiers, c'est une boîte qui se spécialise dans les conseils auprès des professionnels et des petites et moyennes entreprises en particulier, mais de tout le monde aussi en général. Et à côté de lui, M. Jean Soublière, qui est le président de la Fédération québécoise des coopératives. Et des coopératives en animation et en formation financière. Excusez-moi, là. J'avais une lettre ici qui avait été barrée, je ne sais pas pourquoi. Alors donc, M. Soublière, vous organisez entre autres choses des clubs d'investisseurs. Qu'est-ce que c'est un club d'investisseurs? Un club d'investissement, c'est un regroupement d'investisseurs qui est constitué à des fins d'éducation financière. Okay. Donc, on met en commun une épargne de nature pédagogique, des petits montants modestes et périodiques. C'est quoi ça, les petits montants modestes et périodiques? C'est 100 $ par mois ou 10 $ par mois? On propose aux gens, les gens ont l'option de mettre 25, 50, 75, 100 ou 125 $ par mois. Okay. Il y a un petit apport initial que les gens peuvent faire. Ils sont combien dans le club? Entre 15 et 40 personnes. On peut dépasser le 25? Avant, c'était limité à 25 Non, c'est la limite légale pour un club d'investissement, c'est 50. Okay. Nous, on se l'est limité dans le cadre des clubs qu'on supporte, les clubs écoles, à 40, pour ne pas dépasser la dimension d'une salle de classe. Parce que si on veut faire une rencontre, on veut que tout le monde puisse assister et soit présent. Puis pour le travail en groupe aussi, si c'est trop gros, c'est comme trop de monde. Puis s'il n'y en a pas assez... C'est pas assez de monde. C'est pas assez de monde pour que ce soit viable et intéressant. Il faut quand même constituer un portefeuille parce qu'on parle ici de véritable argent. C'est des petits montants, mais qui sont utilisés à des fins d'éducation, donc pour vraiment voir concrètement ce que ça donne quand on est investi dans le marché. Il y a plusieurs clubs en vigueur actuellement? C'est tout nouveau. Le premier démarre en fait demain.
le démarrage. Quand on était venu, oui, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que les clubs d'investissement, ça existe depuis longtemps. Depuis près de 40 ans, c'est une formule qui est reconnue comme ayant des avantages au plan d'éducation. Mais on a tout simplement joint la notion d'école en même temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poulaient de l'argent ensemble pour faire des clubs d'investissement et la vocation éducation en souffrait. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on dit aux gens, on peut faire un club d'investissement et on a les autorisations nécessaires de l'Autorité des marchés financiers pour faire la promotion de cette formule-là. Et une des conditions pour être membre du club d'investissement, c'est de participer à une formation. On ne peut pas être dans le club si on n'est pas participant à une formation. Si on ne veut pas s'informer sur la façon d'investir. Oui. Mais je pense que François va certainement pourra corroborer que dans le domaine professionnel, tu as beaucoup d'UFC à aller chercher, les unités de formation continue. Les professionnels, s'ils ont besoin de se former, bien, je pense que les épargnants et les investisseurs ont eux autres aussi besoin de parfaire leurs connaissances. Et pas juste ça, malheureusement, ce qu'on a vu dans les clubs de placement, il y en a qui avaient galvaudé complètement la formule en faisant simplement comme un intérêt particulier de certains représentants de ramasser de l'argent. Vous avez accroché quelques bémols sur cette formule-là parce que je sais que depuis quelques années, vous avez regardé la formule et puis vous avez dit oui, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Exactement. Alors, et c'est que la question, le problème, c'est que c'est pas tous les... En fait, la formule est bonne en soi parce que comme principe d'éducation des gens, à se familiariser avec le phénomène de la bourse, mais reste à savoir, est-ce qu'il va y avoir effectivement de l'éducation? Et dans ce que Jean propose, justement, il y a un programme qui est rattaché à ça. C'est ce qui est excellent pour pouvoir s'assurer parce qu'on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain investisseur et on joue avec de la vraie argent dans ce contexte-là. C'est un métier qui s'apprend, ça. C'est un métier qui s'apprend et qui ne s'improvise pas et qui a ses règles. Il y a des règles très, très rigides au niveau de l'investissement pour justement protéger l'intérêt financier des gens. Parce que c'est le premier objectif de tous les investisseurs, protéger le capital. Deuxièmement, obtenir un bon rendement sur le capital. Troisièmement, obtenir des revenus du capital. Quatrièmement, ça prend une liquidité du capital si on veut obtenir des revenus. Si le capital est gelé, par exemple, comme dans les valeurs immobilières, si vous avez un bloc ou une maison qui vaut 500 000 mais que vous avez besoin de 25 000 c'est un problème d'aller chercher ça sur des valeurs immobilières. Dans des valeurs mobilières, ça prend juste un coup de téléphone, puis ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, donc, ça prend un capital liquide. Ensuite de ça, la fiscalité du capital intéresse tout le monde aussi. Et ça prend aussi une facilité d'administration, parce qu'en fin de compte, on veut savoir, avoir des rapports périodiques. Et c'est d'apprendre aux gens même comment lire un rapport d'une maison de courtage. Les gens ne savent même pas comment lire un rapport d'une maison de courtage. Et les gens ne savent pas aussi que les maisons de courtage peuvent vous générer un rapport qui va vous divulguer le rendement obtenu. Moi, je trouvais ça, d'ailleurs, j'avais fait un article dans Les Affaires là-dessus, où je trouvais que la chose qu'on vend le plus, qui est le rendement, est la chose qu'on cache le plus dans nos domaines financiers. Dans certains cas, c'est assez difficile à trouver, effectivement, parce que c'est un peu complexe. On parlait tout à l'heure, vous faisiez référence à CEDAR, où on peut trouver les états financiers. L'information est généralement accessible, mais il faut avoir les connaissances, la compréhension pour pouvoir décortiquer toute cette information. Si on ne comprend pas les termes, on a un problème. Oui. Ouais. Parce que l'accès à CEDAR est quand même contrôlé, puis c'est pas nécessairement convivial complètement. Et vous expliquez ces choses-là, évidemment, dans vos séminaires. C'est-à-dire que les gens, quand ils participent à un club école, ce qu'on vise à faire, c'est de donner l'information la plus complète possible, mais les gens progressent dans leur rythme. C'est pas un régime pédagogique qui est très formalisé, mais il y a quand même un minimum d'engagement personnel que les gens doivent avoir dans leur éducation. Ils doivent participer. C'est-à-dire qu'en plus de participer, il faut qu'ils mettent un certain nombre d'heures là-dessus. Il faut y mettre l'effort parce que c'est d'une formation. La formule a été faite de telle manière qu'il n'y ait pas de, permettez-moi l'anglicisme, de backbencher, là, de personnes qui s'assoient puis qui participent au voyage sans y participer. Ça prend des gens qui sont complètement engagés dans le cours. Et c'est ce qui fait la différence entre un fonds commun de placement et un club d'investissement. C'est qu'ici, on parle d'une entreprise où chacun des membres doit participer, se mettre à contribution. Et apporter sa collaboration Absolument. Semaine après semaine, tandis que dans un fonds commun, c'est plutôt passé. À tous les mois. Vous mettez quelques milliers de dollars là-dedans et puis vous laissez le gestionnaire du fonds s'occuper de vos problèmes.
Exactement. Tandis que étant dans un donné club que vous avez un d'investissement, système vous mensuel, devez il y a du vous nouvel occuper argent. de vos problèmes à vous. Oui. Il y a du nouvel argent tous les mois, donc Ouais. ça prend des décisions à faire à chaque Exactement. mois. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui vient d'arriver? Oui, il faut placer le nouvel argent qui rentre, puis il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a déjà placé. Éventuellement, vendre des titres et en acheter d'autres. Comment on prend ce genre de décision? Exactement. Et c'est là où il rentre en ligne de compte l'étude des états financiers, l'analyse du titre boursier, toutes les informations qu'on peut se partager parmi les membres du club pour améliorer nos connaissances et améliorer surtout l'opinion qu'on se fait d'un placement. C'est-tu un bon ou un mauvais placement? Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que la décision la plus dure est toujours de vendre. Aussi, Mais oui. c'est complexe parce que si vous avez 30 ou 40 personnes qui ne sont pas tous du même avis, bien entendu, il y en a peut-être qui veulent vendre un titre parce qu'il monte. Il y en a d'autres qui vont dire c'est pas temps de le vendre parce qu'il monte justement. Puis il y en a d'autres qui disent il a trop monté, il va retomber. Alors, si tous les gens ne sont pas d'accord, comment vous faites pour arbitrer les différents entre les membres du club? C'est là où ça devient intéressant, la formule, c'est que en matière de placement, on doit avoir normalement une stratégie qui se traduit par une politique de placement. Elle peut être personnelle ou elle peut être collective dans le cadre d'un fonds. Mais dans le cadre d'un club d'investissement, c'est pareil. Ça prend une politique de placement qui définit les orientations stratégiques. Et les décisions individuelles sur chacun des titres doivent se prendre en fonction de cette politique de placement-là. Alors, on peut des fois avoir divergé d'opinion sur un placement, s'il est bon ou pas. Mais arrivé à un certain point, si on a fait une allocation qui dit, à titre d'exemple, qu'on doit avoir pas plus de 10 dans chacun des secteurs économiques, il y en a 10 grands secteurs économiques, mais si un titre a doublé, ça veut dire qu'il représente plus que 10 il était à 8 ou 8,5, mais là, il est rendu à 12. Là. Oui, donc on devrait normalement... Il faut élarguer un peu. Exactement, replacer cet argent-là ailleurs, refaire les discussions, et c'est cette discipline d'équilibrage dans le portefeuille qu'un investisseur individuel a souvent beaucoup de difficultés à faire. Et c'est ce qu'avec le Club École, on raison, s'ils sont 15 ou 20 à prendre la décision, bien là, ça peut faire des discussions interminables. Il n'y a pas beaucoup de bavardage là-dedans. Bien, si on est surpondéré, il faut qu'on rééquilibre. On n'a comme pas le choix. Là. Il y a des règles. Il faut respecter la règle. À savoir dans quoi qu'on va réinvestir. Bien, si on ne s'entend pas, on peut le laisser liquide, puis prendre la décision le mois suivant aussi. C'est-à-dire qu'en mettre une partie dans l'enquête puis attendre des bonnes occasions, par exemple? Absolument. Voilà. Alors donc, c'est comme ça que ça se passe si vous nous avez écoutés pour la première fois aujourd'hui. Il y a parfois des débats, parfois des discussions, mais toujours de l'échange d'informations utiles et pratiques pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et familiales. C'est l'objectif de cette émission et c'est l'objectif que nous allons poursuivre le plus longtemps possible. En attendant, je remercie M. François Morancy, le président fondateur de Aviso des conseillers financiers, et M. Jean Soublière, le président des coopératives en animation et en formation financière, un organisme, je le répète parce qu'ils sont assez rares, soutenu encore une fois dans son activité par l'autorité des marchés financiers, donc des gens en principe qu'on peut présumer complètement honnêtes. Et nous, bien, on va essayer de continuer de faire la même chose au cours des prochaines semaines. En attendant, je remercie l'équipe technique qui a fabriqué cette émission pour vous et je vous remercie beaucoup, vous aussi, d'avoir été là, parce que c'est pour vous qu'on fait cette émission-là et non pas pour nous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à la prochaine. Merci, au revoir.